Chapitre 8. Tensions, mutations et crispations de la société d'ordre. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la société est divisée en trois ordres. Le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le clergé est le premier ordre mais ne représente qu'un pour cent de la population française. La noblesse, le second ordre, forme 2% de la population. Enfin, le tiers-état, troisième ordre, regroupe 97% des Français. Il comprend des bourgeois, des artisans, le petit peuple des villes et une grande majorité de paysans. Les paysans sont écrasés par la noblesse et le clergé. Ils payent des taxes à leurs seigneurs et la dîme au clergé. Ils payent aussi au roi des impôts qui sont de plus en plus lourds, alors que la noblesse et le clergé en sont exemptés. Au XVIIe siècle, les révoltes paysannes contre les impôts royaux sont fréquentes. Par exemple, en 1639, des paysans normands, les Va-nu-pieds, se soulèvent contre l'impôt sur le sel, la gabelle, que le roi cherche à introduire dans la région. Mais au XVIIIe siècle, grâce au réchauffement du climat et à des progrès dans l'agriculture, les récoltes sont plus abondantes et les révoltes moins fréquentes. On construit aussi des routes qui permettent d'approvisionner en blé les régions isolées. Ainsi, la population française augmente parce qu'elle est mieux nourrie et mieux approvisionnée. En parallèle, la société urbaine évolue. Les ports situés sur l'Atlantique se développent grâce au commerce avec les Antilles, qui fournit du sucre et des produits tropicaux. Bordeaux, Nantes et La Rochelle sont très prospères. Par ailleurs, de grands marchands ou négociants s'enrichissent. Sur ces deux peintures, on voit le négociant nantais Dominique d'Orbrouck posé avec un esclave devant sa bibliothèque et sa femme Marguerite consommer des produits de luxe, du café et du sucre. À Paris, les clercs, les nobles et les bourgeois côtoient de nombreux artisans et le petit peuple des villes. Les plus pauvres et les marginaux sont quant à eux souvent enfermés dans des hôpitaux généraux. La noblesse a encore un rôle important. Les nobles possèdent de grands domaines terriens. La haute noblesse vit à la cour du roi dans un grand luxe, comme le montre ce tableau. D'autres ont acquis la noblesse en travaillant pour l'état royal et forment la noblesse de robe. Enfin, la petite noblesse est en difficulté et vit relativement pauvrement sur ses terres. Les nobles ont des privilèges fiscaux, judiciaires, honorifiques. Certains emplois dans l'armée ou l'administration royale leur sont réservés. Ils sont très attachés à leurs privilèges, surtout la petite noblesse qui est moins riche. Certaines femmes de la noblesse ou de la bourgeoisie ont joué un grand rôle au XVIIe et XVIIIe siècle. Madame de Maintenon, qui a épousé secrètement le roi Louis XIV en 1683, a sans doute influencé sa politique religieuse anti-protestante. On la voit ici avec le roi à Saint-Cyr, une école pour jeunes filles pauvres de la noblesse que le roi a fondée à sa demande. Au XVIIIe siècle, Élisabeth Vigée-Lebrun est une artiste peintre qui est devenue la peintre officielle de Marie-Antoinette, la femme du roi Louis XVI. Il s'agit ici d'un autoportrait. Enfin, quelques femmes tiennent des salons littéraires. Ce sont des lieux de rencontre pour la haute société de la noblesse et de la bourgeoisie. Le salon de Madame Geoffrin, par exemple, jouit d'une notoriété internationale. On y rencontre les penseurs des Lumières et on y lit leurs œuvres.